l'expression, les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Vous avez les couleurs, le bonheur, le bonjour d'Algérie. Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver en cette matinée. Nous passerons ensemble 1h30 avec nos invités. Alors, ce matin, Dr Benachnou sera parmi nous. Il nous parlera de l'hygiène quotidienne, particulièrement en ces temps de chaleur, en cette saison, et surtout comment faire donc pour prévenir les piqûres de moustiques, d'autant plus qu'il y a le moustique tigre qui fait son retour. Alors, après confinement, qu'en est-il sur la prise en charge psychologique? Un thérapeute sera parmi nous pour répondre à nos questions. Djelil Meraska, dans sa rubrique, lui, il reviendra sur la différence entre indice de masse corporelle et composition corporelle. Donc, encore une fois, quelques astuces pour perdre du poids à long terme et surtout éviter les effets yo-yo. Samira Hadj Ammar sera aussi parmi nous. Elle reviendra sur une histoire légendaire. Donc c'est l'histoire légendaire de Mama Binette, une religieuse qui a fait beaucoup de bien du côté un petit peu donc de l'ouest d'Alger, particulièrement à Ténès, à Beni Hawa. Elle donc aujourd'hui son mausolée avec donc ses 6 compagnons. Donc c'est un lieu de pèlerinage aujourd'hui. Donc Samira Hadj Ammar reviendra sur son histoire. On terminera l'émission en chanson, donc, et ce sera donc avec Bilal Aïnou, lui qui vient de chez nous, donc de Tipaza. Il reviendra donc sur la chanson de la région. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais avant de retrouver Dr Benachnou, là je vous propose donc une pause musicale en compagnie de Day Djeloulia.
Et voilà, donc c'était une très belle chanson d'Aïdjroulia. Et là, donc, docteur Benachnou nous rejoint. Docteur, bonjour. Sabah al-khair, bonjour. Vous allez bien, docteur? Ça va, ça Ça va. va? Ça va, ça va. Chaudement, chaudement. Chaudement et émotionnellement. Mais moi, c'est le contraire. C'est quand je suis stressé, c'est là que je suis beaucoup plus motivé pour faire face. Et surtout, ne pas perdre les pédales. C'est ce qu'on appelle le stress positif? Oui, ça existe, c'est vrai, le stress positif. Vous savez, le stress, je ne sais pas si on peut en parler là, 2 secondes. Allez-y, 2 secondes avant de... Le stress, c'est quelque chose de naturel. Oui. Le long fleuve tranquille, ça n'existait pas. Ce qui est important, c'est la capacité de l'individu à gérer et à faire face au stress. On dit même que le stress est une réaction défensive. Du corps, finalement. Et vous savez que ce qui est important dans la gestion du stress, c'est le système immunitaire. Si vous êtes en forme, si votre système immunitaire est bon, et le système immunitaire, ça ne tombe pas du ciel. Il faut bien dormir, il faut bien manger, il faut, là, vous êtes capable de faire face au stress, de gérer un stress. Quand est-ce que le stress est destructeur? C'est lorsque vous avez perdu cette capacité de gérer ce stress à cause d'un système immunitaire défaillant. Vous êtes démuni et à ce moment-là, le stress va vous balayer. Effectivement. Et donc, vous parliez du système immunitaire et donc préserver le système immunitaire. J'ai bien aimé la dernière fois, votre dernier passage donc, que nous avons fait ensemble. Et vous avez dit... donc nous, finalement, on prie tout le temps pour que Dieu nous prête santé, alors que lui nous a déjà donné la santé à travers notre système immunitaire, finalement. Très important. Voilà, très important. Et donc, pour la préservation du système immunitaire, donc finalement, il n'y a pas que bien manger, bien dormir, mais il y a aussi l'hygiène qui est notre sujet d'aujourd'hui. Oui. Là, très très bonne introduction et très intelligente et pratique. Je suis une bonne élève. C'est bien. Non, parce que beaucoup de jeunes et beaucoup de citoyens et citoyennes, moi je vois, et ça fleurit, ça déborde les réseaux sociaux, Rabbi Star. Mais est-ce qu'on pense que Rabbi va attendre celui ou celle qui l'a créé, dire Rabbi Star? Rabbi, en nous créant, nous a dotés d'éléments objectifs scientifiques qui nous protègent. Et c'est nous qui faisons que cette satara, cette protection ne fonctionne pas, c'est à cause de nous. C'est comme si on dépense à droite, à gauche, à gogo, et qu'après, quand on se retrouve à « Oh, j'ai rien, je suis vidé, je n'ai plus rien », mais parce que tu n'as pas su dépenser. Il faut dépenser, il faut s'ouvrir, mais il faut le faire d'une façon intelligente et surtout mettre beaucoup d'amour et beaucoup d'affection. Pas être mielleux dans ses sentiments, mais par exemple, la gestion de la vie quotidienne. Et ce qui est important, la gestion de la vie quotidienne, et l'OMS parle de mode de vie. Ça, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, parle de mode de vie. Notre mode de vie est catastrophique, surtout en matière d'hygiène. En matière d'hygiène, il faut le reconnaître que dans notre pays, les citoyens, un état d'hygiène pas déplorable. On a un état d'hygiène catastrophique. Il faut caler. Moi, une fois, j'étais du côté de Douéra. On a construit des cités très jolies à première vue, tout ça. Je passais au début, quand il n'y avait pas beaucoup d'habitants, tout ça, mais vraiment, c'était beau. C'était beau, je passais, il y a une autoroute qui passe, je regardais, ah, mais c'est très beau, les couleurs, tous ces éléments-là. Je crois que 2 ou 3 mois après que les gens aient occupé, qu'on a relogé les gens, je vous assure que je ne veux plus voir les grosses caisses vertes où on stocke, soi-disant, les poubelles, les grosses caisses. Eh bien, c'était quelque chose de terrifiant. Cette beauté a été salie, a été souillée. Donc, c'est à cause de notre comportement. Effectivement. Est-ce qu'on ne sait pas produire des ordures? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses? Et ce qui me frappe dans ces histoires
de déchets qui sont un petit peu éparpillés. Et j'ai aimé une fois une caricature, je crois, dans un journal algérien. C'était un rat qui invitait une rate, une rate femelle, et lui dit: viens, je t'invite au restaurant. Oui. Le restaurant, Voilà. c'était ces déchets qui étaient. Et là, ça fait rire, mais attention, maintenant, on s'agite. Ah ben voilà, il est là. Voilà. Il est là. Il attend l'ouverture du restaurant. Du seulement. restaurant. Là, il est pire, je vous le dis, il est pire que le Covid. Oui. Il est pire que les virus. Il est porteur de ce qu'on appelle la pandémie historique qui a à travers les âges, ce qu'on appelle la peste. Pire que ça. Ce rat peut donner une maladie extrêmement grave. Je m'excuse, je vais dire le mot scientifique, la leptospirose, et c'est les urines de ce rat. Parce que ce rat, là où il va passer, et pour l'anecdote, cette maladie, la leptospirose, eh ben, comme par hasard, ça s'est passé en Suisse, pays propre. Vous savez qu'il y avait un bar, un endroit où on distribue des rafraîchissements, mais en dessous du comptoir, ils ont une cave, et ils font remonter les bières, les canettes, tout ça, ils les font remonter par un escalator là à l'intérieur, et ils servent. Et les canettes de bière étaient stockées dans ce sous-sol, dans cette cave, et les rats ont uriné, pour ne pas dire pissé. Oui. Je suis bien élevé. C'est tout à fait normal qu'un animal, qu'un être humain, et ils ont pissé et ils ont souillé ces canettes. Alors, quand les canettes sont remontées, on les a servies à ceux qui boivent. Donc, quand ils boivent, ils la prennent avec la main. Et là, l'hygiène, on est toujours dans l'hygiène, c'est ce qu'on appelle les affections manuportées, portées par la main. En se servant tout ça, ils se sont contaminés et on s'est posé beaucoup de questions. D'ailleurs, dans ce sens, docteur, il y a toujours une campagne sur les réseaux sociaux d'ailleurs, même pour ce qui est des conserves par exemple. Donc lorsqu'on achète des conserves, il est toujours conseillé de laver finalement les contenants afin d'éviter donc toutes sortes de ce genre de contamination. Et vous savez que le rat est partout. Le rat, c'est pas parce qu'on est dans un endroit où c'est propre, ou du design, ou tous ces éléments-là. Les rats suivent l'être humain parce que c'est des omnivores comme nous, ils mangent n'importe quoi et nos déchets sont là. Donc vous voyez que l'hygiène, c'est quelque chose d'extrêmement important à différencier de ce qu'on appelle l'hygiénisme. C'est-à-dire que les gens qui présentent une pathologie où tout doit être clean, on est tout le temps en train, ça c'est déborder dans la maladie de l'hygiénisme, mais vous savez que maintenant le gros problème dans les hôpitaux, pas uniquement en Algérie, dans le monde entier, c'est ce qu'on appelle les maladies nosocomiales. Ce sont les maladies qui sont transmises par un défaut d'hygiène. Et on met le paquet sur ça. Deuxièmement, historiquement, ça se passait en Autriche, toujours, dans les endroits qui... il y avait une maternité. Beaucoup de femmes mouraient les couches. Quand elles accouchaient, beaucoup de femmes mouraient. Alors le chef de service a réfléchi, il a pris une décision très simple, basique jusqu'à cette heure-ci. Il a dit à tout le monde qui travaillait au sein, surtout les internes, tous ceux qui s'approchaient des parturientes, des femmes qui ont accouché, devaient d'abord se laver les mains. Et bien, ce simple geste a fait chuter le nombre de décès. Un simple geste qu'on banalise finalement. Qu'on banalise et auquel on n'accorde pas d'importance. Pourquoi? Et je le dis, il faut une politique de santé. Une politique de santé n'a rien à voir avec la politique. Hein. On a tendance à... Non, une politique de santé, c'est une stratégie finalement. Une stratégie, les mesures, le chemin à suivre, réfléchi, bien coordonné. Une politique de santé qui doit être basée
en urgence dans notre pays sur l'hygiène, sur la médecine préventive. Ça, c'est extrêmement important. Vous savez qu'on appelle les travailleurs de surface, pour ne pas dire les femmes de ménage. Ça n'est plus du sentimentalisme. Très souvent, nous, on fait face à cela. On recrute, je ne suis pas contre le recrutement, contre la lutte, contre le chômage. Tout ça, c'est OK, il n'y a aucun problème. Mais il faut savoir que chaque poste dans une structure de soins, je ne dis pas hôpital uniquement, je dis une structure de soins, ça va du centre de santé à la polyclinique, tous ces éléments. Les cliniques privées, c'est pas parce que c'est beau, on met un bouquet de fleurs au chevet on dit que c'est... Non, partout, on doit appliquer en urgence. Une femme de ménage doit avoir une formation. Par exemple, on a des idées fausses. Le fait de mettre de l'eau de Javel et de du savon. Du liquide savonneux. Du liquide savonneux où on poudre tout ça et de mélanger avec la main. C'est ce que font jusqu'à l'heure actuelle les femmes de ménage. Premièrement, ça rend le mélange inactif. Vous perdez et le savon et la javel, mais vous vous faites bouffer les mains. Donc, je crois que ce qui est important, c'est que l'hygiène doit être quotidiennement. Vous savez, à la limite, je vais vous faire une confidence. À la limite, je commence à me fatiguer, personnellement, à dire. Par exemple, on propose fondamentalement de se couper les ongles. Se couper les ongles, c'est... je suis d'une génération, à l'entrée de l'école primaire où j'étais, on devait montrer ces... Mais je le dis, je le répète, pas je en tant que personne, mais les médecins en parlent, mais ça n'est pas pratiqué sur le terrain. Pourquoi, au cours de la formation des enseignants, ne pas obligatoirement faire un module où ils seront examinés sur ce module sur l'hygiène et la protection pour ne pas arriver en 2020 à ce qu'en Algérie des gens disent les virus ma cache maintenant. C'est pas possible. Et j'ai écouté certaines émissions où des psychiatres parlent, des psychiatres algériens. On a comparé ça. On a fait le parallèle avec le déni de la réalité. Le déni de la réalité, ça existe dans les maladies mentales. On confond les maladies mentales avec une absence d'information. Qu'est-ce que ça veut dire ? En tant que psychiatre, on ne voit que la maladie mentale. Les gens qui rejettent cette histoire de moustiques, ça n'existe pas. Mais ils sont hyper conscients. Ils sont hyper au courant, mais c'est une forme de rejet. De rejet volontaire. Ce n'est pas un rejet inconscient ou psychopathologique. Je vais faire du pathologie mentale. Ou psychopathologique. Non, au contraire, c'est une grave erreur. Ces gens-là sont hyper conscients et volontairement, ils disent que ça n'existe pas parce que ça remet en cause leur existence jusqu'à présent. Effectivement. Alors justement, toujours dans cracher, de se curer. Par exemple, de se mettre certaines pratiques, on en parlait. Certaines pratiques consistent à mettre de l'huile dans l'oreille. Là, et de se couper, d'essayer de se couper les poils qui sont à l'intérieur de l'oreille. Mais tout ce qui est dans l'être humain, il a un rôle. Ces petits poils permettent de filtrer et d'arrêter certains microbes, certaines particules, tout ça. Le fait de mettre, par exemple, de l'huile d'olive, ça va agglutiner ces petits poils et ça va devenir quelque chose de rigide et ne pas leur permettre de faire leur fonction hygiénique. C'est comme les poils du nez, ça c'est important. Alors justement, vous étiez en train de parler aussi d'hygiène, vous avez parlé des rats, vous avez parlé des poubelles, mais les poubelles n'attirent pas que les rats, attirent aussi d'autres visiteurs, d'autres invités, n'est-ce pas? Les moustiques, par exemple. Alors les moustiques. Un gros fléau, faut le dire. C'est terrible. Je vous remercie d'avoir évoqué cette question des moustiques. On s'excite.
le moustique tigre avec des photos, tout ça. Mais non. Mais non, c'est débile, on tape à côté, je m'excuse. On tape à côté, pourquoi? Les moustiques, on les connaît. La faculté mixte de médecine, qui n'existe plus, mixte de médecine et de pharmacie d'Alger, il y avait, sous l'égide de l'Institut Pasteur, une partie qui s'appelle l'entomologie. L'entomologie, c'est la science qui s'occupe, une partie de la science qui s'occupe des insectes. Un insecte, il faut voir ce qu'on appelle un biotope, c'est-à-dire le milieu où il vit, qu'est-ce qui le favorise, tout ça. Une donnée dès le départ de base. Si un être humain met 9 mois pour engendrer un enfant, les moustiques comme les microbes, il leur faut quelques heures et des conditions basales pour augmenter. Les moustiques, par exemple. Moi, je vois qu'en été, on pense à propager le brouillard qui n'a rien à voir, c'est du diesel. Si vous faites brûler du diesel, ça n'a rien à voir. Lutter contre les moustiques. Ça commence bien avant déjà. Bien avant l'été. Quand un moustique s'est développé et qu'il commence à voler et venir vous piquer, ça c'est trop tard et vous ne pouvez pas revenir en arrière. Je vous donne il y a eu des expériences nucléaires. Là où on a fait des bombes atomiques, on met des animaux, on met pas mal de... On a mis des moustiques, parce que c'est la science doit aller. On a mis des moustiques. Eh bien, ils n'ont eu que dalle avec l'explosion. Ça n'a pas du tout impacté chez eux. Alors, vous venir avec votre petit... ça, c'est loin. Deuxièmement, ce qu'on doit, et on le dit depuis des décennies, on doit lutter contre les moustiques dans le milieu ambiant. Premièrement, il faut voir leur développement. On les tue, on les détruit lorsqu'ils sont à l'état d'œuf. Effectivement. Parce que généralement, ça se fait au mois de février, au mois de mars. Vous voyez, c'est super. En tant que journaliste, vous connaissez le processus. Deuxièmement, il faut éviter les points d'eau, les collections d'eau, les mares, tout ça c'est important. Mais on oublie une chose, que dans les constructions de certaines cités, on ne pose pas l'immeuble carrément sur le sol, on crée ce qu'on appelle un vide sanitaire par où transitent toutes les évacuations d'eau usée qui viennent des immeubles pour aller le verder, le circuit. Mais chez nous, alors là, c'est important, il faut qu'un jour on en parle. Chaque appartement, chaque occupant d'appartement et lui-même devient un architecte, un plombier, un maçon. Effectivement. Et on y va. Et comme c'est des plaques, comme c'est comment on appelle ça, préfabriquées, ce sont des panneaux qui sont serrés. Et ça, c'est un grave problème dans notre pays. On se permet d'apporter des changements de maçon et de construction à l'intérieur. Ce qui fait que ça fait bouger la tuyauterie et la tuyauterie s'écoule dans les vides sanitaires. Donc vous offrez un milieu favorable finalement pour le développement. Une nurserie, une maternité pour les moustiques. Donc vous voyez que ce problème d'hygiène, il y en a marre. Il faut le faire par des moyens scientifiques prouvés tels qu'ils sont appliqués ailleurs. Et justement tracer toute une stratégie, toute une politique sanitaire justement comme vous le dites si bien. De prévention. Merci beaucoup, J'ai docteur débordé le temps, je crois. Que de toute façon, c'est important. Hein, ça fait partie, comme vous le dites si bien, de l'éducation sanitaire et on est là pour ça. Il faut, en urgence, il faut réformer le système de santé. Et le nôtre, moi, je le défends parce que dans ses principes, dans sa construction, il est axé sur la prévention et l'éducation sanitaire. Moi, je crois qu'il faut procéder d'abord à une réforme des mentalités et sortir, je le dis, je le répète, de cet hospitalocentrisme. On attend que la maladie s'installe, on la dirige vers l'hôpital et à ce moment-là, les médicaments, les factures de médicaments. Donc, je m'excuse. Encore doigt. Non, il faut éviter drame doigt
qu'on les forme à éduquer, à informer les gens. Voilà, merci beaucoup docteur donc, pour toutes ces À votre précisions. service. On vous retrouvera très bientôt, encore une fois, pour une autre thématique. Voilà. Inch'Allah, avec Donc on reste plaisir. sur l'hygiène docteur, du moment que l'hygiène c'est aussi faire du sport. Hein, donc ça fait partie donc, de la prévention, ça fait partie de Esprit sain l'hygiène. dans un corps sain. Exactement. Voilà, alors bien entendu, avant le confinement, avant donc, la propagation du virus et avant le confinement, on se permettait les regroupements, hein, docteur, hein, on se permettait les regroupements, on se permettait de faire le sport en groupe. Et ceci n'est pas une excuse hein, pour ne pas faire du sport, bien entendu, en ce moment. Donc on peut faire du sport chez soi, à n'importe quel moment. Seul. Seul, oui, pourquoi pas. D'autant plus qu'il y a quand même beaucoup d'Instagrammeurs, voilà, si je prononce bien, qui il a des applications aussi, donc qui proposent finalement des coachings à la carte. Hein, donc voilà. Alors là, je vous propose un reportage qui s'est fait quand même avant le confinement, lorsqu'on se permettait donc ces regroupements pour faire du sport. كانوا العراس, exactement. Les salles de Les salles de fête. fête. Et donc là, c'était Maya Amrani qui s'était déplacée pour nous parler donc d'une discipline quand même qui est assez prisée. Il s'agit de l'aquagym, l'aquabike, et on se retrouve juste après. Ah oui. Faire virer le moral au beau fixe en chassant le stress qui grippe muscles et articulations. On peut, avec raison, opter pour l'aquagym. Cette discipline aquatique se faisant en douceur, sans danger et sans le risque de l'impact au sol. L'aquagym, c'est un cours collectif de fitness qui a la particularité d'être pratiqué dans un milieu aquatique. En fait, ça consiste à faire des mouvements et des exercices de gym à l'intérieur de la piscine. Dans l'eau, la détente est assurée. On se sent léger. Le corps immergé ne pèse plus que le tiers de son poids. Même si la résistance de l'eau oblige les muscles à travailler davantage. Pendant l'effort, le ressenti est moindre et le corps se muscle 2 fois plus. L'aquagym, c'est un cours accessible et adapté à tout le monde. Tout le monde peut en faire. Ça ne dépend ni de l'âge ni de la forme physique. Tout le monde peut en faire car c'est un cours qui préserve les personnes. D'accord? Donc on va les préserver côté articulaire et musculaire. Qu'est-ce que vous conseillez, le mouvement que vous conseillez le plus pour, par exemple, les abdominaux? Les abdos, on va le voir tout de suite en mouvement. D'accord? Et bien on y va. Voilà. On vient pousser vers l'avant, tirer, on pousse vers vous. Pousse, toujours dans l'eau. Poussez, ramenez. Accélère le mouvement, yalla. 4, 2, 3, 4. On serre le... L'aquagym, bonne pour notre corps, l'est également pour notre santé. Elle améliore la circulation sanguine et le rythme cardiovasculaire, tout en apportant un réel apaisement. Donc on commence à pédaler. On monte les bras. Très bien. En même temps qu'on pédale, on travaille les cuisses. Bravo. Et on tire les bras en arrière. Ramène et souffle. Inspire. Ramène et souffle. On ne s'arrête pas de pédaler. Continue. Alterne les mouvements de bras avec le pédalage. On pose le pied. Quant à l'aquabike, c'est faire du vélo dans l'eau. Cela fait du bien aux jambes, un vrai travail musculaire. Pour le muscle fessier et les abdominaux, pas d'âge requis, seulement un minimum de forme et beaucoup de volonté. En arrière. Garde le ventre serré. Voilà, ne balance pas le haut du corps à chaque fois. On ne balance pas le haut du corps. On fixe le corps et on reste sur notre position. Très bien. Il n'y a que la jambe qui doit bouger. Ça va travailler le grand fessier et la chaîne postérieure. Le dos. Même les bras travaillent en isométrie. L'aquabike, en fait, c'est un cours à la mode. Il connaît un grand succès, notamment auprès des femmes, de par son action bénéfique sur la cellulite, car il dynamise toute la partie tissulaire. Et de ce fait, il peut diminuer l'aspect peau d'orange. Le fait d'allier un exercice ciblé, plus le massage drainant de l'eau toute la durée de la séance, va donner des résultats satisfaisants sur l'aspect cellulite. Alors les abdominaux? Oui, on peut travailler les abdominaux, mais ce n'est pas en les renforçant que ça va disparaître. C'est le fait de faire du cardio dans l'eau qui va brûler les graisses qui se situent... Exactement.
et qui va sculpter tout le corps. Oui, qu'on a autour de Oui, bien la sûr. ceinture. Allié avec une bonne hygiène de vie et une bonne alimentation riche et équilibrée. Puis, après l'effort, le confort, soit par un bon sauna, soit par un massage au jet et dans un jacuzzi, pour y retrouver une zénitude certaine. Après l'effort, le confort. Donc là, une pensée à notre collègue Manal Mebakhi qui est juste tout en face de moi. Alors elle, qui adore le sport, mais qui n'aimerait pas aller faire du sport en tout cas. Hein. Alors son souhait, c'est de déposer son corps en salle de sport et de revenir après, n'est-ce pas Manel? De le récupérer plus tard. Voilà, ben, je ne sais pas si, Jalil, bonjour, je ne sais pas si cette option existe finalement de déposer son corps et de revenir après. Pour ceux qui aiment le sport, mais qui ne voudraient pas faire d'efforts. Ben, c'est un petit peu ça. Hein. La théorie, c'est très bien, mais il faut pratiquer. Voilà, c'est le paradoxe finalement. On aimerait bien faire du sport, mais... C'est un petit peu l'humain, hein, oui. Vous savez. Il y a toujours un petit côté... oui, bon. L'exercice physique, c'est sortir un peu de sa zone de confort. Hein, c'est exact, donc c'est sortir de sa zone de confort, donc il faut finalement du temps pour s'adapter et puis devenir une culture carrément chez elle. Absolument, une hygiène de vie, ouais. Ça devient une seconde nature et même, voire même une première nature pour certains. D'accord, voilà. Donc Manel, je ne sais pas si on l'a convaincu ce matin ou pas. Pas trop. On verra plus tard. Voilà, alors ce matin, Jalil, alors on en a parlé plusieurs fois. Ouais. Dans les rubriques donc, précédentes, à chaque fois donc, on parle un petit peu de ce qui est indice de masse corporelle, de ce qui est la masse corporelle, de ce qui est la composition corporelle. Donc vous revenez à chaque fois qu'il faut faire finalement la différence entre le poids du muscle, entre le poids du gras, entre le poids de l'eau. Et nous, finalement, nous avons toujours tendance, ou cette culture, ou ce réflexe, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, lorsqu'on a envie donc, de faire des régimes ou de calculer un petit peu son poids, on se réfère toujours à l'IMC. Et pourtant, il y a une grande différence entre tous ces concepts-là. Absolument. Ouais. D'ailleurs, quand on parle de l'IMC, qui veut dire indice de masse corporelle, on est dans des indices ou des mesures qui sont restreintes. Généralement, on parle du poids et de la taille de l'individu. Donc poids avec tout ce qui est gras, Absolument. Tout ce qui est muscle, tout ce qui est eau. Tout. On parle de tous les organes. Quand on parle du tissu, par exemple, de tels que les muscles, de tels que les graisses, de tels que les fluides, d'une manière générale, donc tout ce qui est eau. Voilà, il faut savoir que l'organisme, c'est au moins 60% d'eau. Voilà, mine de rien. Oui, c'est très important. Et quand on parle de l'indice de masse corporelle, on prend juste en considération le poids, mais d'une manière très générale. Donc, c'est-à-dire que une mesure d'IMC pour une personne peut différer d'une personne à une autre selon l'objectif. C'est toujours individuel. On peut comparer des IMC d'une personne, de plusieurs personnes, mais qui ont des compositions du corps qui sont complètement différentes. Et c'est là justement où on fait la distinction entre cet indice de masse corporelle et, par exemple, de la masse musculaire. Voilà, puisqu'il faut savoir que on prend la mesure du poids. Allez, on va prendre sur une mesure notre poids. Concrètement, donc on pèse tant, on pèse 70 kg, exemple. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Oui, mis à part que je pèse 70 kg, mais 70 kg qui comprennent justement toutes ces composantes, à savoir les muscles, donc les fluides, à savoir la graisse, à savoir le tissu conjonctif qui sont les tendons, les ligaments et tout ce qui s'ensuit, et le squelette. Voilà, donc du coup, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose sur l'état de santé de l'individu et de sa composition du corps. Composition du corps veut dire donc répartition entre muscles gras spécialement, quand on est dans des objectifs de mise en forme par exemple. On parle d'une prise de muscle ou d'une perte de gras ou d'une augmentation de performance. On est plus dans la prise de muscle et la perte de gras. La prise de muscle et la perte de gras. On peut viser les deux en même temps. Encore une fois. Qui est d'ailleurs idéal. C'est l'objectif qui est recherché par tout le monde, je dirais. Hein, prendre de la masse musculaire indéfiniment et perdre du gras. Voilà. L'IMC, se référer à l'IMC dans un premier temps, ça peut être une bonne idée. Voilà, pour une personne qui n'est pas très active, qui n'a jamais fait de sport par exemple, ou qui est dans un cas de surpoids ou d'obésité surtout, voilà, l'IMC peut être un bon indicateur. Le poids d'ailleurs, hein. Généralement quand on parle d'IMC, la mesure la plus proche c'est le poids. Le poids ensuite là, parce que l'IMC prend en considération aussi la taille. La taille d'ailleurs, aussi. Voilà, la formule de l'IMC c'est le poids sur la taille au carré. Donc ça c'est juste pour faire un petit calcul sur l'IMC.
Mais encore une fois, ça ne veut pas dire grand-chose sur l'état de santé, la mise en forme de l'individu. Parce qu'encore une fois, Jelly, ça reste du cas par cas. Absolument, ça reste du cas par cas et c'est, puisque justement c'est individuel, on ne peut pas donc se référer à ça et dire que parce qu'il y a cet IMC qui est temps, qui est, après avoir fait un calcul dans une formule, il y a des tableaux. Vous savez, quand on fait l'IMC, il y a toujours on va dire des indications de dire que votre IMC, selon votre poids il est normal. Normal, mais sur quel plan? Sur quel plan, voilà. C'est ça. Normal pour vous, peut-être pas du tout normal pour une autre personne. Vous pouvez prendre le cas d'une personne qui est bodybuilder, qui est dans le domaine du bodybuilding, donc le sport, faire de la musculation à haut niveau par exemple. Vous pouvez prendre son IMC, c'est l'IMC d'une personne qui est obèse. Obèse, exactement. Voilà, on peut faire cette distinction. Et pourtant, apparemment, quand on voit visiblement, les deux personnes sont complètement différentes en termes de composition du corps. C'est-à-dire la personne obèse, c'est l'excès de la masse adipeuse, donc le gras. Et le bodybuilder, c'est l'inverse. Donc c'est très peu de masse grasse. Et un excès de muscles. Voilà. Et pourtant, ils ont le même IMC. Voilà. Donc l'IMC, vous recommandez ça juste dans un premier temps. Tout à fait. Si la personne a envie juste de perdre du poids ou vraiment dans un premier temps, mais après, il faut passer à d'autres critères finalement. Je dirais d'abord le poids. Simplement. C'est-à-dire le mizan. La pesée, et c'est toujours bon à rappeler pour la pesée parce qu'il y a toujours des marges d'erreur, surtout chez les femmes, quand on fait la pesée. La pesée, c'est toujours la faire le matin à jeun, après avoir évacué. Et il est préférable de prendre plusieurs mesures sur plusieurs jours. C'est un petit peu comme la prise de tension artérielle le matin. Donc c'est toujours avec la même balance, je suppose? Oui, bien sûr, toujours avec les mêmes indicateurs. Vous ne pouvez pas laisser beaucoup de variables. Donc la même balance. Le matin, idéalement dans le même horaire, voilà, avec un même état d'esprit, état de stress plutôt. Donc il ne faut pas qu'il y ait une privation, une nuit. Si la personne fait des insomnies à répétition ou quoi, donc il ne faut pas qu'elle prenne vraiment en référence cette période. Voilà, parce que vous savez, quand il y a beaucoup d'insomnie, quand on dort mal, on peut retenir de l'eau, dû au stress. De l'eau et des gaz aussi. Il y a des gonflements, de l'eau et des gaz aussi. Tout à fait, de l'eau, des gaz et tout. Voilà. Donc ça peut donner des marges d'erreur sur le poids. 1 ou 2 kilos facilement de plus. Oui. Pour vous dire, donc ça peut être en l'espace d'une nuit, on peut se retrouver avec 1 kilo de plus. Ce n'est pas de la masse grasse, ce n'est pas de la masse musculaire, encore moins. Donc il ne faut pas être étonné, il ne faut pas être choqué finalement de cette prise brutale finalement. Ça peut être une prise brutale parce que 2 kilos en une nuit, on se pose beaucoup de questions. J'ai pris du poids, ça peut créer un état de panique sur la balance. Ça peut écrire même panique au lieu de mettre le chiffre. C'est un état d'alerte, ça peut le déclencher. Mais si la personne est bien informée là-dessus, dire ok, pas de panique, c'est juste un petit stress, une petite période, une petite phase, et puis elle revient à son poids. Voilà, donc absolument. Donc toujours la peser aux mêmes conditions. À jeun, sur plusieurs jours, je dirais minimum 3 jours. De pesée consécutive, divisé par 3 pour avoir la moyenne du poids. Et idéalement pour les femmes, je dirais un peu plus. Ça peut être 3 jusqu'à 1 semaine. Parce qu'il y a beaucoup de fluctuations de poids. Et c'est les femmes qui subissent le plus de fluctuations de poids par rapport aux hommes. Voilà. Dû à, encore une fois, manipulation d'eau. C'est surtout l'eau qui fait généralement cette fluctuation, exactement, c'est ça. Et autre chose, Jalil, finalement, parfois on peut s'adonner à des régimes, à des exercices physiques bien organisés. Donc c'est pas des régimes draconiens. Donc par moment, on sent finalement une perte au niveau, par exemple, des habits. Donc la personne, lorsqu'elle vient mettre son pantalon, donc elle va voir qu'il y a une différence. Donc le pantalon, on joue un petit peu dans le pantalon, mais la balance dit autre chose. Absolument. Elle dit que finalement, il n'y a pas eu de changement dans le poids. Et pourtant, on sent ce changement dans la composition corporelle. Donc finalement, comment on peut expliquer cela? Justement, c'est une très bonne remarque et c'est un des meilleurs indicateurs. C'est les vêtements, et spécialement dans les régions où là, il y a plus d'accumulation de gras. Notamment donc, la ceinture abdominale, au niveau des bras. En fait, ça dépend. Les répartitions, ça dépend de chacun. Là où on dépose le plus de matière grasse. Les femmes en général, c'est au niveau des bras, au niveau de ce qu'on appelle la culotte de cheval, au niveau des cuisses et de l'abdomen. Ça, c'est d'une manière générale. Après, chez les hommes, c'est plus la masse adipeuse au niveau du ventre. Du ventre. Voilà. Donc, ça peut être un bon indicateur, les vêtements.
Ça peut être un bon indicateur. Le visuel peut être un très bon indicateur Oui. aussi. Voilà, prendre des photos. Voilà, donc ça, c'est des méthodes qui peuvent éventuellement aider la personne à dire ah, effectivement, donc là, j'ai perdu du gras au niveau du ventre, malgré que mon poids n'a pas changé. Par exemple, malgré que le poids corporel ou l'IMC est resté le même. Et pourtant, j'ai eu même des petites expériences avec certains de mes adhérents où ils ont pris du poids. Oui. Mais apparemment, ils ont perdu de la graisse au niveau Voilà. du ventre. Donc en par exemple. centimètres, on a perdu en centimètres. On a finalement. perdu en centimètres de En gras. tour de taille, mais voilà. pas de muscle, attention, parce qu'on peut perdre, on peut mettre les vêtements et tout, parce qu'on a perdu de la masse musculaire. Ça, c'est pas bon. Voilà. Donc, il faut faire cette distinction toujours entre. C'est pour ça qu'à la base, il ne faut pas commencer, quand on a en tout cas un objectif d'hygiène de vie ou de changer sa qualité de vie en matière de forme ou de fitness ou de prise de muscle, de la perte de gras ou de bien-être général, c'est ne pas commencer directement dans des approches sévères, spécialement dans les régimes alimentaires. On en a parlé, on cessera de le répéter, c'est pas la meilleure des choses, parce que c'est généralement, ça peut mener, et souvent même, à une perte de la masse musculaire. Et un endommagement du corps, ça m'a marqué. Absolument, oui. Voilà, donc pour reprendre finalement le métabolisme, on peut attendre oui, jusqu'à 7 ans. Ça m'a bien marqué. Franchement, oui, ça peut, oui. C'est bien de le faire. Hein. C'est pour sensibiliser les gens qu'ils réfléchissent à 2-3 reprises avant d'entamer une approche qui est rigide. Voilà, et surtout qui n'est pas suivi, hein, parce que généralement, les gens vont sur les réseaux sociaux, sur Internet, on télécharge un régime et puis voilà. C'est ça. Sans avis plutôt médical. Tout à fait. Donc généralement c'est voué à l'échec, et voire même si c'est un échec on apprend, mais des fois ça peut endommager, plutôt donner des problèmes de santé, donner des carences. Et puis voilà, donc il faut faire attention. Oui. Alors justement, Djalil, toujours dans ce sens, quels sont les moyens avec lesquels on peut calculer sa masse corporelle, par exemple? Très bonne question. En fait, il y a plusieurs méthodes. Vous allez voir que pour calculer votre composition corporelle, on peut faire des bilans de la composition corporelle. C'est des appareils. C'est des appareils comme des balances qu'on appelle des balances électriques, bioélectriques, comme des impédances qu'on peut trouver chez certains cabinets nutritionnistes ou quoi. Mais après, la fiabilité reste à discuter encore une fois. Donc ça dépend de l'appareil, de la fiabilité, de la technologie. Est-ce que c'est... Parce que généralement on utilise ça avec des conducteurs d'eau, c'est électrique. Et encore une fois, quand le corps est fait d'eau, au minimum c'est 50 à 60%, la masse musculaire c'est jusqu'à 70% d'eau, hein, pour vous dire que l'importance de l'eau, les fluides dans le corps humain. Donc ça peut aussi donner des marges d'erreur. Donc il faut faire attention toujours à ces calculs via des balances électriques, d'accord? Il peut vous donner quelques petits pourcentages pour se situer, avoir une estimation, c'est correct, mais après ne pas se fier, encore une fois comme l'IMC, ne pas se fier directement à dire ah c'est figé, c'est l'IMC, mon poids, c'est ça. Non, toujours des variables, toujours des facteurs. Ne jamais oublier que voilà, c'est la complexité de l'organisme fait que il faut toujours se remettre en question, il faut toujours voir un peu l'image d'une manière macro, voir la globalité des choses, pas que le poids au classe, non. Effectivement. Par le poids. Donc, il ne faut pas finalement se focaliser sur le poids, donc il y a d'autres critères qu'il faut prendre en considération. Voilà, merci. Et aussi, voilà, par rapport aux mesures, parce que les mesures, mis à part les appareils et tout, la meilleure mesure que j'ai vue qui est la plus, on va dire, la plus régulière, qui donne les meilleurs résultats concrètement, c'est ce qu'on vient de dire, c'est les vêtements, c'est le visuel, c'est se regarder, le regard, l'entourage, s'il y a un entourage qui vous supporte, voilà, attention aussi, là ça dépend. Il faut voir les personnes qui vraiment vous regardent d'une manière à ce que vous voulez progresser en état de santé, donc s'entourer des personnes positives dans ce sens qui vous encouragent par rapport à votre santé, votre état de santé, ça, c'est de très bons indicateurs. Indépendamment du poids forcément ou de l'IMC qui sont encore une fois important au début, juste de l'expérience, mais après il ne faut pas trop se fier à ça. C'est pas ça de focaliser sur le poids tous les jours. Des gens qui le font, ils sont obsédés par le chiffre tous les jours, il y a 100 grammes par-ci, il y a 50 grammes par-là. Absolument, ça crée un état de stress, encore une fois, encore une fois, la balance fait un cercle vicieux. Qui fait défaut finalement. Le stress permanent, quand il est permanent, quand on voit des signaux de stress tout le temps comme ça, c'est pas bon. Très bien, voilà. Merci beaucoup Djalil pour toutes ces précisions. On vous retrouvera très bientôt, Inch'Allah,
Inch'Allah, samedi prochain. Voilà, Inch'Allah, ya Rabbi. Voilà, merci encore Merci. une fois d'avoir été parmi nous. Avec Voilà, plaisir. donc on continue le programme de Bonjour d'Algérie. On se retrouve avec notre invité qui est thérapeute. Et on va parler encore une fois donc, de l'impact du déconfinement. Et on se retrouve juste après. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Et notre invité donc, nous a rejoint. Il s'agit de M. Nabil Khelfaoui. Bonjour. Bonjour. Alors, M. Khelfaoui, vous êtes thérapeute, vous êtes coach en développement personnel. Et aujourd'hui, on va parler de l'impact du confinement et l'impact du déconfinement. Mais avant cela, je voudrais bien quand même qu'on revienne un petit peu sur le développement personnel. C'est quand même une discipline qui n'est pas très développée en Algérie, qui n'est pas très connue. Donc, qu'en-est-il finalement de la situation du développement personnel en Algérie? C'est bien que vous le dites, on est dans un cadre du Covid qui permet justement le développement personnel, c'est-à-dire aller à la rencontre de soi, de se découvrir, de découvrir ses qualités, ses défauts, de se mettre en phase avec la société, avec soi, avec ses aspirations. C'est ça le développement personnel, ça permet à l'individu de mettre tous les atouts de son côté pour pouvoir aller vers la réussite dans tous les objectifs de vie, que ce soit au niveau professionnel ou familial. Et comme je disais, aujourd'hui, à travers un confinement qui est là, à travers un défi qui nous fait face, c'est-à-dire le Covid, il est important vraiment de savoir qui l'on est vraiment, de prendre ses responsabilités, et on en parlera tout à l'heure aussi. C'est ça aussi le développement personnel, c'est se respecter soi avant tout, de s'apporter cette confiance en soi, cette estime, pour pouvoir à la suite aussi respecter les autres. Voilà, effectivement. Alors aujourd'hui, on va parler quand même de l'impact du confinement qui a quand même assez duré, un peu plus de 3 mois et demi. Donc, c'est vrai que le confinement, il y a des gens qui se sont très vite adaptés. Donc ce passage finalement, ou cette sortie du zone du confort, ça s'est fait de façon très fluide, pour d'autres non. Donc finalement, comment on a pu gérer le confinement sur le plan déjà personnel, sur le plan du développement personnel, mais sur le plan psychologique aussi? Alors c'est quelque chose de nouveau pour le nouveau et brutal surtout. Oui, pour l'ensemble de nos concitoyens, c'est quelque chose de relativement neuf.
On n'a jamais connu de pandémie, je veux dire, au cours des 50, voire le dernier siècle. La dernière pandémie qui est existante, c'était la grippe espagnole. Elle remonte à loin. Au travers de l'histoire, elle n'a pas été relayée, on n'en a pas tiré le leçon. Du coup, c'est quelque chose qui est arrivé comme quelque chose de venant de nulle part, qui a effrayé tout le monde et qui a pris tout le monde de court. On n'était pas prêt à faire face à cette pandémie. Ceci étant, cela a permis l'émergence de nouvelles ressources, de qualité, de savoir-faire aussi, hein, de la nation. On y reviendra après. Mais l'aspect positif du confinement, c'est ce qui a permis à tout un chacun de se retrouver avec soi, déjà avec sa famille, d'aller à l'essentiel des choses. Et ça, vous avez peut-être pu le vivre, ou je l'ai vécu, ou l'ensemble de nos concitoyens l'ont vécu. Ce qui était d'ailleurs très positif pour les familles. Hein. C'est très positif. Finalement, nous avons appris à se découvrir ou à se redécouvrir finalement pendant ce temps-là. Exactement. Beaucoup se sont rendus compte qu'ils étaient passés à côté de beaucoup de choses et se retrouver avec l'intime, avec leur épouse, avec leurs enfants, passer des moments importants avec eux. C'était ça qui était le plus important. C'est ce qui a permis aussi de juguler à un moment donné pendant le confinement cette pandémie. D'accord, on y reviendra aussi après parce qu'on voit que les chiffres sont exponentiels aujourd'hui. C'est dû au déconfinement, c'est dû peut-être à une absence de risque. Les gens ont pensé sans doute à tort que le problème était derrière nous, alors qu'il était là, mais en silence. Et l'aspect négatif, évidemment, du confinement pendant plusieurs mois, ça a eu un impact négatif sur l'économie, ça a eu un impact négatif aussi sur certains comportements aussi, parce que les gens n'étaient pas prêts aussi non plus à rester chez eux cloîtrés. Et le déconfinement, là, qui est arrivé brusquement, sans crier gare, après vraiment des études, parce que bon, je veux dire, le conseil scientifique s'est basé sur un nombre de cas qui était conséquent, on était autour de 80-70, donc c'était relativement bas pour une propagation, mais le déconfinement a permis justement aux gens de se libérer totalement. On a vu des mariages se mettre en place, des fêtes, on a vu des commerces de proximité ouvrir sans des mesures adéquates d'hygiène, ce qui a permis, ce sont des vecteurs de transmission. Et aujourd'hui, si on est à 450 cas, hier, ce n'est pas un hasard, c'est qu'il y a un relâchement qui est conséquent, et je veux dire, je sais que les pouvoirs publics insistent vraiment sur la nécessité de respecter les règles d'hygiène, le port du masque, se laver les mains, etc., mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, c'est un devoir national. Aujourd'hui, on est le 5 juillet. D'ailleurs, je souhaite à tous mes concitoyens un très bon anniversaire. Mais aujourd'hui, c'est un devoir national. Un devoir national, pourquoi? Parce qu'au travers de notre histoire, des gens, on l'a vu, on a rapatrié 24 héros hier. Des gens se sont battus pour la liberté. Mais c'est quoi la liberté? La liberté, c'est d'être libre, moi, dans le respect de toi. Et ça veut dire, quand je me protège, je te protège. C'est un devoir national, c'est un devoir citoyen aujourd'hui, et les gens doivent le comprendre. C'est un devoir citoyen de porter le masque, de se laver les mains, et dans n'importe quelle situation. Je veux dire, n'importe qui doit être à même aujourd'hui de dire à son voisin, tu n'as pas de masque, tu es en devoir de le porter. Pourquoi je suis en devoir de le porter? Il faut lui faire de la pédagogie. S'il ne sait pas, il faut l'expliquer. Il y a des gens qui sont dans le déni, il y a des gens qui refusent de croire en cette maladie, alors que c'est une pandémie qui touche le monde entier. Effectivement. Alors dans ce sens, justement, Monsieur Rafaoui, vous qui êtes thérapeute, comment peut-on expliquer tout ce déni finalement? Pourtant, les chiffres sont là, la pandémie est là, les hôpitaux, donc, ils sont submergés. Nous avons tous eu quelqu'un de la famille ou des amis qui ont été touchés. Oui. Et donc, comment peut-on expliquer finalement ce déni, ce refus de la réalité et finalement de penser que la pandémie est derrière nous et que nous avons dépassé tout cela? C'est un problème qui est lié à notre temps aujourd'hui. On est au XXIe siècle, on est dans un profil plus individualiste. Voilà, chacun pense qu'à soi. Au travers du temps, au travers du passé, on s'était aperçu, par exemple, en faisant l'anthropologie de l'histoire, que les gens ils vivaient plus en clan, ils vivaient en tribu, etc., en communauté, et donc ils étaient plus liés. Aujourd'hui, on est plus dans l'individualisme, ce qui permet à tout un chacun de penser
et d'aller dans le déni, de penser que moi je suis trop fort, ça ne me touche pas, c'est quelque chose qui ne peut pas m'atteindre. Et il y a aussi le facteur endémique, voilà, des personnes qui sont des porteurs sains, voilà, qui sont guéris, mais qui portent toujours le virus en eux. Et donc ils sont susceptibles de le transposer encore une fois. Malgré tout, même si vous êtes guéri, vous devez de porter le masque. Parce que la personne qui est en face de vous n'a peut-être jamais atteint. Pourquoi? Parce que ce virus, aujourd'hui, il ne comporte aucun vaccin. On doit apprendre à vivre avec. C'est une nécessité. On va, pour les temps à venir, on ne sait pas combien de temps, seuls les scientifiques le savent aujourd'hui, c'est quelque chose avec lequel il faut apprendre à vivre. Et pour apprendre à vivre avec, ben, il faut tout simplement être responsable. Et les gens, s'ils ne font pas attention, ne veulent pas le croire, ils exposent les autres à un risque majeur. Effectivement. Donc, comment expliquer, comment aller à la rencontre de ces personnes pour leur expliquer que c'est un devoir national. C'était la question que j'allais vous poser d'ailleurs. De protéger les autres, eh ben, c'est de leur dire tout simplement que si vous ne vous sentez pas en mesure de vous protéger vous, faites le nécessaire pour protéger les autres. Au moins. Si votre vie n'est pas importante, pensez que celle des autres l'est. Et vous devez de protéger eux, de faire preuve de bienveillance. Je veux dire, on n'est pas là pour critiquer ou assommer les gens ou n'importe quoi. Je répète encore, c'est un devoir sacré aujourd'hui de protéger les autres. C'est de respecter les règles d'hygiène qui sont imposées. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas, on ne vient pas vous dire, voilà, on va vous punir si vous ne le faites pas. Vous devez le faire par amour de l'autre. Et si vous aimez vos concitoyens, parce que vous vous dites, je suis algérien aujourd'hui, vous allez dans la rue, tout le monde va être avec son drapeau, et c'est bien, parce que tout le monde fête c'est la fête et tout. On a nos héros qui sont entrés à la maison, en attendant, j'espère, d'autres. C'est bien d'être algérien, de scander qu'on est algérien, de créer au national. Mais la valeur patriotique, c'est de protéger justement les autres. Parce que ces gens qui sont morts, ils l'ont fait pour protéger ceux qui sont vivants aujourd'hui. À notre tour, protégeons les autres en portant ne serait-ce que le masque et de se laver les mains. Des gestes tout simples finalement. Franchement, oui, voilà. On n'a pas demandé aux gens de porter des armes, on leur a demandé juste de porter... Et de rester chez soi. Et de rester chez soi, de rester couvert, tout simplement. Qui aurait dit finalement rester chez soi et juste se laver les mains et voilà, et ça pourrait apporter beaucoup de bien à l'humanité. Écoutez, rester chez soi, c'est même pas une obligation aujourd'hui. En respectant les règles d'hygiène et de porter le masque, on sait qu'on ne va pas transposer le problème. Notre économie aujourd'hui, notre nation n'est pas forcément en difficulté au regard des autres nations. Je veux dire, les soucis économiques que peuvent rencontrer par exemple les pays d'Europe ou d'Amérique sont relativement élevés. Même par rapport aux catastrophes humaines, M. Raphaël, il faut dire que nous n'avons pas eu quand même le scénario catastrophique que les pays européens ou aux États-Unis ont connu. Tout ça, c'est dû au bon sens. Tout ça, c'est dû au bon sens de nos responsables politiques, des responsables sanitaires, etc., des pouvoirs publics, qui ont pris à corps vraiment la menace. Ils ont fait, en mon sens, ce qu'il fallait être fait, mais le confinement, à un moment donné, ne pouvait pas durer. Pourquoi? Parce que ce qui devait être fait a été fait. En matière sanitaire, même si on pouvait penser qu'on était en retard par rapport à d'autres pays dits avancés au niveau matériel, etc., au niveau technologique, on s'est aperçu que nous avions une efficience, on avions des qualités, on avait du personnel de terrain qualifié qui a pu juguler cette pandémie. Ce qui fait qu'on a des résultats qui ne sont pas catastrophiques, mais qui sont là, qui sont présents, et qui, si on ne fait rien, pourraient devenir exponentiels. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le but de nous retrouver demain avec 2000, 3000 cas par jour. Ce n'est pas notre intérêt. Il faut relativiser les choses, il faut apporter des solutions pour que nos soignants, justement, soient allégés. Mais l'important, c'est l'après. Aujourd'hui, on est dans cette situation, on est là, dans l'instant présent, voilà, on a 450 cas, on a des hôpitaux qui sont submergés, c'est vrai, c'est un fait, mais quoi? L'instant présent, on me dit quoi? On me dit qu'en termes économiques, on n'a pas coulé. Et en termes sanitaires, encore moins.
par rapport à d'autres nations. Et je veux dire, je tiens à féliciter vraiment et je suis quelqu'un de clair. Je ne suis pas là pour brosser dans le sens du poil qui que ce soit, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Et je veux dire, le gouvernement a fait un travail magnifique. Sinon, on serait en train de pleurer des centaines de milliers de cas et des centaines de milliers de morts, à l'instar des États-Unis d'Amérique. Vous voyez, quand même, il n'y a pas photo. Je veux dire, on peut être fier de notre nation. Effectivement. Alors justement, Monsieur Rafaoui, pour ce qui est, donc, il y a eu quand même beaucoup de cas depuis. Donc là, donc beaucoup de cas de contamination de Covid, beaucoup de décès. Alors sur le plan de la prise en charge psychologique justement des personnes atteintes du Covid et qui sont en sortie, alhamdoulilah, donc qui ont pu, grâce donc au traitement, donc guérir, mais reste quand même qu'il y a cet impact psychologique parce que les gens quand même ont vécu des moments difficiles suite à cette contamination. Alors comment se fait justement la prise en charge de ces personnes pendant et après? Pendant leur maladie, la prise en charge est effectuée par le personnel soignant. Ils sont là pour leur donner, pour les dispenser des premiers soins et pour les aider à franchir ce cap qui est relativement difficile, hein, se guérir. Ensuite, comme vous l'avez dit, la partie psychologique, elle vient après parce qu'il y a des personnes qui vont se sortir de là, voilà, tout seuls, naturellement. Bon, ils vont dire que c'est du passé, c'était une épreuve de la vie, ils ont fait face, et puis ils sont assez forts mentalement pour avancer. D'autres personnes vont être un peu traumatisées, parce que c'est un événement douloureux, ou alors traumatisées aussi parce qu'ils ont eu la perte d'un être cher. Voilà. Et donc ces personnes, effectivement, ne doivent pas rester seules, ils doivent être accompagnés par un personnel qualifié pour leur apporter une aide psychologique à même vraiment de les apaiser, d'accord, et qu'ils puissent au moins rebondir dans la vie. La vie, la mort font partie de la vie. Voilà. On est tous amenés à un moment donné, quoi qu'il arrive, de disparaître. Effectivement. Les méthodes sont différentes, tout simplement. Il faut juste que ces personnes puissent accepter la difficulté, la mort, comme étant faisant partie de la vie, mais en même temps, en disant ça, c'est quelque chose de relativement simple, en le disant de cette manière-là. Mais on a tous perdu quelqu'un autour de soi, et la vie continue. Mais ces personnes nécessitent tout de même un aspect psychologique à ne pas négliger, un accompagnement avec des méthodes, avec des outils, pas forcément des médicaments pour les calmer, surtout, etc. C'est pas ça le but. Le but, c'est de leur faire prendre conscience de leur réalité, de la réalité aussi du monde dans lequel on vit et de la nécessité de rebondir, parce que chaque citoyen, l'Algérie a besoin de chaque citoyen dans l'avenir. Et on n'a pas... Et chacun de nous est un héros en soi. Voilà. On a besoin des citoyens surtout vivants. On a besoin de tous les Algériennes et tous les Algériens. Et chaque Algérien et Algérien sont des héros. Évidemment, les personnels soignants sont des héros à part entière, particuliers. Je leur rends hommage parce qu'ils sont magnifiques. D'accord. Mais derrière, il y a aussi des personnels de sécurité, il y a notre armée qui est là aussi. Donc finalement, c'est vraiment le concours de tout le monde. Hein. Il faut dire que c'était le concours de tout le monde. Voilà, donc merci beaucoup, M. Rafaoui, d'avoir été parmi nous ce matin. Donc merci beaucoup surtout de revenir sur cet aspect de la prise en charge psychologique qui reste quand même très important en ces temps donc difficiles. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Donc voilà, on continue le programme de Bonjour d'Algérie. Là, je vous propose un portrait qui a été dressé par notre amie Samia Bouharour, elle qui a rencontré Nesrine Boulsen. Alors Nesrine, elle est artisane, elle s'occupe donc où elle façonne des objets anciens, elle est aussi dans le recyclage. Je vous propose de découvrir ce portrait, on se retrouve juste après. Nous l'avons rencontrée il y a 1 an. Depuis, Nesrine Boulsen n'a pas arrêté d'innover. Cette artisane recycleuse a bien avancé depuis. Les choses, moi j'avais commencé par des tamis miroirs et l'inspiration me vient généralement quand je dors. Alors quand je me lève, je dors et je pense à des choses et je me dis allez demain je vais essayer ça ou ça ou ça. Donc pour les plateaux, c'est ce qui s'est passé. J'avais d'anciennes photos ici à la maison qui appartiennent à ma mère.
Et du coup, je les récupère. C'est ce qu'on appelle le détournement. Donc, je suis très attirée par les orientalistes. Donc, je récupère un peu les personnages et j'essaye de les faire vivre en mettant des bulles comme ça pour qu'elles parlent entre elles, pour faire, disons, pour donner de l'animation à quelque chose qui existe depuis des siècles. Voilà. Chez Nesrine, rien ne se jette, tout se récupère pour en faire des pièces uniques, des œuvres d'art, dans le but de revaloriser notre patrimoine. Alors c'est simple, je vous ai mis ici les anciennes cafetières de chez mes grands-parents qui ont un certain nombre d'années, qui sont restées presque intactes, on va dire. Et en marchant dans la rue, j'avais vu en fait que finalement les cafetières existaient, les théières aussi existaient, elles étaient encore en fabrication. Donc du coup, je me suis dit, allez, on va essayer de mettre une petite identité à quelque chose qui a toujours fait partie du patrimoine, encore une fois. Tout le monde a déjà bu un café ou du lait dans un bakraj qui mahada. La tradition orale, dictons, proverbes, citations, une nouvelle inspiration qui a poussé notre artiste à créer pour la sauvegarde de tout un patrimoine à travers des œuvres très originales, des œuvres qui immortalisent des moments précieux de nos traditions comme Qahwat al-Asr. On a toujours eu ça dans les pattes, les proverbes. Et moi, j'adore ça, en fait. Et ça serait bien que les petits, comme mes neveux, par exemple, qui ont 9 ans, 10 ans, 11 ans, eh bien, qu'ils apprennent tout ce patrimoine. Pour les proverbes, pareil, je dormais, il y avait un proverbe qui traînait dans ma tête, je me suis dit, allez, tiens, pourquoi ne pas en faire quelque chose? Et puis voilà. Puis j'ai écrit ça sur un plateau comme celui-ci. C'est censé normalement, justement, c'est censé être une sorte de récapitulatif de ce qui s'est passé la journée. Et toi, comment t'as fait? Et toi, ton boulot? Et toi, machin. Donc voilà, c'est super. J'adore nos traditions. Il faut les faire connaître, même à ceux qui vivent ici. Nesrine, qui s'est lancée dans cette aventure depuis quelques temps, a pu atteindre plusieurs objectifs. Aujourd'hui, grâce à Yidina, ses œuvres sillonnent tous les continents. Des œuvres avec des empreintes algériennes, une grande fierté pour notre artisane. On verra, on marche avec le cœur. Unshofo. Et voilà, de retour donc pour la dernière station de cette matinée en compagnie de Samira Hadj Ammar. Samira, bonjour. Bonjour. Ça va Samira? Vous allez bien? Marhaba bik, Samira. Merci beaucoup. Alors Samira, vous êtes accompagnée aujourd'hui d'un fervent défenseur donc, du patrimoine ishinouien. Il s'agit donc de Bilal Anou. Bonjour Bilal. Bonjour. Marhaba bik. Ça va très bien. Ça va Bilal? Très bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah Bilal, on s'est rencontrés déjà من قبل là. Oui, oui. يناير جزت لهنا مع تقراولا جروب تقراولا وناس تقراولا وصلوا للاسلام. الله يسلمك مرحبا بك دونك اليوم صباح راك معنا vous êtes avec nous voilà. Alors مرحبا بكم encore une fois bienvenue à vous. Alors Samira, aujourd'hui on va partir à un petit voyage avec vous du côté de l'ouest d'Alger. Oui. Pour revenir sur une histoire légendaire d'une dame qui a marqué finalement l'histoire, la culture, le patrimoine de la région de Ténès et de Beni Hawa particulièrement, n'est-ce pas? Exactement. Donc on est à 130 km d'Alger, à l'ouest d'Alger. Il y a un petit rapport, on va dire, avec Bilal d'Ishenouien, puisqu'il s'agit d'une communauté berbère qui vivait il y a 2 siècles de ça. Donc c'est l'histoire d'une femme, d'une sacrée femme, ou bien d'une femme qui a été sacrée. Elle a été reconnue et vénérée par les habitants d'un petit village qui est Beni Hawa, mais aussi dans la baie d'Eswahlia. Voilà, donc ça se passe alors l'histoire c'est quoi? Ça se passe en janvier 1802. Le 15 janvier particulièrement? Non, on va dire le 9 janvier. Le 9 janvier. Oui, il y a un bateau qui s'appelle le Banel. Donc à son bord, il y a des centaines de militaires, de fusiliers marins, mais il y a aussi 9 religieuses.
9, 5 ou 7. En fait, on ne sait pas très bien. L'histoire de Yema Binet est un peu... il reste encore beaucoup de questions à... Voilà. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il y a même des personnes qui disent que c'est un mythe, d'autres défendent la réalité. Mais il y a aussi des faits historiques, puisque le mausolée existe. Et certaines archives aussi existent. On a retrouvé donc, des échanges de lettres entre... nous étions, à l'époque, l'Algérie était sous domination ottomane. Oui. Et donc, il y a eu des échanges de courriers avec le consul de France à l'époque. Nous n'avions pas de problème, nous n'étions pas encore colonisés par la France, donc les Français pouvaient circuler normalement. Ce bateau, le Banel, se dirigeait donc vers les Caraïbes pour réprimer justement les révoltes qu'il y avait à Saint-Domingue. Et donc il échoue, il y a une tempête et il échoue le 15 janvier 1802 au niveau de la baie des Swahliya à Bnihoua. Et donc, ce qui se passe, c'est que la communauté, les habitants du village vont à la rencontre des rescapés dans les 9 religieuses et les accueillent. Bon, il y a plusieurs versions. Il y en a qui disent qu'il y a eu un échange, ils se sont battus, les marins sont morts, mais il y a aussi des versions qui disent qu'ils ont été récupérés, sauvés, puis rapatriés. Les 9 religieuses, par contre, sont restées au départ comme butin de guerre, et ensuite parce qu'elles sont tombées amoureuses de la région. Et l'une d'entre elles, celle qui est la plus connue, c'est Yema Binet, qui littéralement veut dire la mère des filles, en fait. La mère des filles. Yimet le Benet. Yimet le Benet. Voilà, Mama Binet, c'est Yimet le Benet. Et ce qui se passe... J'ai toujours gardé Binet en tête, mais j'ai jamais fait le rapport finalement. Voilà. Mais en réalité, personne ne connaît, comme c'est passé dans la tradition orale, personne ne connaît réellement leur nom. On les a oubliés. Voilà. On ne sait pas. Ce qu'on sait, on se rappelle de la couleur de leurs yeux, par exemple. Mais ces femmes-là, en fait, ces nonnes, se sont converties à l'islam. La plus âgée étant Mama Binet, elle a été choisie par, on va dire, le notable de la région, le calife de l'époque, Mokran Ben Daoud. Il l'a épousée. Et elle s'est convertie à l'islam. On retient, alors ce qui existe aujourd'hui, ce sont 4 tombes. Lalla Aziza, Lalla Bazar, non, Barth, ou alors Zahar, et Lalla Houda, et Mama Binet. Et justement, dans ce sens... Il y a 4 tombes. Lalla Fouralt, c'est le chinois. Lalla Fouralt. Oui, alors on n'est pas au Chenois, on est à Bnihoua. Voilà, on est un peu plus loin. Ça doit être une autre légende, voilà, certainement. De toute façon, c'est une région qui est très riche quand même en histoire. Et justement, dans ce sens, Samira, il y a un documentaire qui a été fait. Qui a été réalisé en 1993 par l'ENTV en collaboration avec France 3 et qui est très très bien fait. Le réalisateur est Ahmed Ben Kemla et le commentaire est de Farid Mamri. Donc il revient sur la légende de Mama Binet. Voilà, Léa, donc on invite nos téléspectateurs à redécouvrir quand même un extrait de ce documentaire, et on se retrouve juste après. Supplique. Méditerranée des mythes qui naissent quand d'autres se meurent. Rivage comme une noce perpétuelle entre mer et terre des hommes, avec le seul ressac pour dire les fantômes engloutis, la mémoire de l'eau quand celle des hommes ne sait plus.
À quelques brasses du rivage, quand la nature le permet et que la montagne ne part pas à la rencontre de l'eau, il y a toujours un pan de voile à soulever et un récit à compléter, à retrouver. Voilà. Voilà, donc on est de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Et Bilal donc, nous interprète une très belle musique, n'est-ce pas Samira? Donc là, Samira, à travers ce documentaire, nous étions en train de voir très très belles images, quand même un endroit paradisiaque. D'ailleurs, la côte algérienne, elle est connue, elle est connue par ce charme. Et, toute l'Algérie, pour moi, voilà, est effectivement. fabuleuse. Hein, mais là, on parle, nord, voilà, effectivement. Mais là, comme on est en train de parler quand même d'une région particulière, donc de Ténès, donc là, on a eu quand même à voir de très très belles images féeriques, et donc ça justifie encore une fois comment se fait-il que ces religieuses sont tombées amoureuses de la région finalement? Elles sont, alors il y a eu un amour réciproque, hein. La communauté, à l'époque c'était une communauté donc berbère, toute la région était berbère, hein. Ils sont tombés, hommes et femmes sont tombés amoureux de ces religieuses. Pourquoi? Parce qu'elles les ont soignées. Elles ont été donc infirmières mais aussi médecins, et elles ont apporté beaucoup de choses. Et donc, comme je l'ai dit, Mama Binet particulièrement a épousé donc le caïd de la région, Mokran Ben Daoud, et donc elles se sont converties à l'islam, elles ont adopté les codes donc de vie locaux, elles sont devenues algériennes en fait, même si en fait on a demandé leur rapatriement et tout, mais elles ont choisi de rester. Et d'ailleurs, quand Mama Binet est morte, je pense en 1936, ou du moins son mausolée a été construit en 1936 par le caïd Mokran, les Swahliya, le clan des Swahliya s'est disputé avec les Bni Houa pour pouvoir l'enterrer. Chacun voulait l'enterrer, absolument, voilà. Chacun voulait l'enterrer. S'approprier finalement. Oui. C'est pour ça que donc, je t'ai dit qu'elle était... voilà, donc là nous sommes en train de découvrir quelques images, donc vous pouvez voir quelques images donc, du mausolée. Oui, absolument. Alors, dans ce mausolée, il y a 7 formations monolithiques. C'est construit sur le rite phénicien. Et jusqu'à aujourd'hui, les femmes partent tous les vendredis pour louer Mama Binet et espérer, par exemple, avoir des enfants, un garçon, une fille, je ne sais pas, pour demander la santé. Voilà, la santé. On parle beaucoup plus de santé, hein, de soins, de se rétablir. Et chaque année, donc, le mausolée se trouve sur la montagne de Bissa. Et au pied de cette montagne, il y a une source. Et je crois une fois par an, il y a un pèlerinage qui se fait. Voilà. On vient de partout et on loue encore Mama Binet. En fait, c'est quelque chose qui est ancré. Ce n'est plus dans la tradition orale. L'histoire, c'est vrai, c'est raconté au départ à partir de la tradition orale. Ensuite, il y a eu donc, la télévision algérienne qui a fait un documentaire. Il y a Jamel Laroussi en 2007 qui a fait il a sorti un album où il a dédié une chanson à Mama Binet aussi. Il y a des livres qui ont été écrits par la suite, de part et d'autre. Hein. Il y a des livres qui ont été écrits en France et des livres qui ont été faits aussi en Algérie, très peu, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Voilà. Beaucoup de manquements finalement sur le plan informationnel. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que tout l'intérêt est là, on y va, il y a le mystère encore. Et l'âme de ces religieuses est encore vivante à Bni Houa et dans toute la région. On vient de partout. Voilà, et finalement, 2 siècles plus tard, il faut dire quand même que l'histoire donc, de Mama Binet et des 6 religieuses donc, qui sont enterrées avec elle se sont carrément confondues à l'histoire culturelle de la région. Absolument, des collectivités. Elles font partie intégrante de cette région, mais en plus de ça, elles ont apporté de la lumière sur la région. Voilà. C'est-à-dire, on vient de partout pour visiter le mausolée, même si Bni Houa est un endroit paradisiaque. C'est-à-dire, on fait du camping, on va en vacances là-bas, mais ça vaut le coup. Il y a une histoire, et c'est ça qui est beau. Voilà, alors il y a eu quand même d'autres éléments qui racontent l'histoire, tout comme ce canon que nous venons de voir qui a été repêché. Oui, alors il y a des canons à une quarantaine de mètres du rivage. En fait, lorsque l'eau se retire, marée basse, je pense que c'est ça. L'ancre qui est très grande, je crois qu'elle fait 7 mètres de longueur et 3 mètres de largeur, apparaît, on peut la voir. Et il y a les 40 canons, en fait, il y a une quarantaine de canons qui sont... Non, pardon, il y a quelques canons qui sont à une quarantaine de mètres du rivage. On peut les voir. Et certains ont été ramenés vers le rivage
en fait, ça raconte l'histoire. Ce sont les témoins matériels du naufrage du Banel. Il faut savoir aussi que le mausolée de Hima Binet a été détruit à plusieurs reprises à cause de séismes. Je crois le premier, c'était en 54. Ensuite, il y a un colon de la région qui l'a reconstruit en 58. Ensuite, il y a eu encore un autre tremblement de terre, je crois que c'était en 80. C'est la région de Schlef, la région de Schlef, exactement. Plusieurs séismes et de grands séismes, notamment celui de 1980. Et à chaque fois, il a été restauré. Et c'est pour dire l'importance finalement que recèle le mausolée et le personnage lui-même pour les gens de la région. Et ça reste quand même un pôle attractif, culturel et historique très intéressant pour l'Algérie. Effectivement. Bilal, كنت عارفة l'histoire هذه تاع ماما بنات؟ ماهيش بعيد عليكم بزاف. ماشي بعيد عليها خاطر كان حبابي اليوم داخلين في الشيء هذا كيما عبد الله بن داود كادر بوشلام هما المختصين في هذا الشيء. انا كنت بدايتي مع لا ميوزيك بصح نعرفوا على التاريخ واش يقول باينه حاجاتي كيما نقولوا لا ريجيو تاعي وبديت نعرفها. وهذه حاجه كما نقولوا تحافظ على التراث والحاجه هذه تخلي الناس تشد في التراث نتاعها من هذا الشيء. Et justement, donc parlons de patrimoine, de التراث اللي الناس تحب donc تشد في التراث تاعها. Alors il faut dire Bilal que vous-même vous défendez le patrimoine, particulièrement le patrimoine de Tipaza et Chenouyen à travers la musique. Et donc vous avez des albums dans ce sens? بون غير عندي لي البوم بون ماشي نقول لك عندي خاطر راني جست مع الكورونا حبست. وي سي نورمال. كنت في ستوديو نسجل في لي دارنيير تاعي باش نكمل الالبوم وجات الكورونا هذه كيما نقولوا البلاء هذا قدر الله سبحانه حبس كلش دونك حتى يفوت الشيء اللي يفوت باش نقدروا نوجدوا الالبوم تاعي نخرجوه للسوق. ان شاء الله ça va être le premier. Bon, le premier album تاعي oui. Inch'Allah, on vous souhaite donc beaucoup de succès pour ce premier album. Alors Bilal, donc vous chantez donc avec le dialecte de Echenouyen, donc celui de Tipaza. Moderne, voilà. Donc ce sont vos propres compositions ou vous faites des reprises? Bon, oui, reprise bien sûr كاين جديد مودرن صافي دير دخلنا طابع اللي كانوا يلعبوا إشنويين حافظنا على التراث غنينا الاغاني تاعهم وزدنا بدعنا فيه صافي زدنا وصلنا وين كان يستحق وين وصلوا وي فوالا فولا في حسب لا جينيراسيون تاعي اللي راهم عايشين دوكا صافي لا ميوزيك تقربت شويه ذاك الوقت كانوا يلعبوا لو ستيل كونشري بون نلعب لو ستيل كونشري بيان سور بديت به ودركا لازم الانسان كما نقولوا يزيد افونسي في الثقافه تاعو في لا ميوزيك بون مودرن نعطو بيان سور مودرن صافي دير نورمالمون يعجب الناس. Samira, ça vous dit qu'on écoute un petit peu? Absolument. Moi je suis fan. Alors Bilal, on vous invite quand même à nous interpréter une chanson, on vous laisse le choix. Donc غني لنا واش حبيت انت. ما باليش المهم غني لنا واش حبيت انت نقول اسمها. عندي شونسون هذه بالك دايره في الالبوم هاي اللي سجلت.
Je vous laisse, Samira, je vous laisse commenter. Je vous laisse C'est une commenter. très jolie balade. Hein. Ah, c'est magnifique. بلا ميديتي تاع البحر معليش, mais en tout cas, c'est magnifique. Bilal يعطيك الصحة. Ça parlait de quoi? اي اللي سجلي يا بنت السلطان سي شونسون بنت السلطان ابيدار On n'est pas loin de Maman Binette. الملوك اللي هي هافي بازا صافي دير ان شونسون كتبها لي كادر بوشلام يعطيه الصحه وغنيتها يا بنت السلطان صافي دير اغنيات من التراث قديم كتبها من فما وطاها لي غنيتها وكلام نقي عجبتني ودرت لها هذا ستيل روك صافي دير ستيل روك. Alors, Bilal, notre rédacteur en chef Yazid Et Mehidine, que vous connaissez certainement, Yazid, il est en régie. Et là, il vous dit que vous avez une chanson qu'il adore, qui est très belle. Alors, je vais juste demander à Dani Den. Alors, il vous demande de le lui interpréter. Voilà. Il faut dire. Juste un petit extrait, donc voilà, un petit cadeau, voilà exactement, une petite dédicace pour notre rédacteur en chef. سي لا شونسون داينان هذه راني دايرها في الالبوم سي لا شونسون تاع لو غروبي شنويا خدمتها مودرن بارابور لو ستيل تاعهم خدمتها مودرن ودرت لاتوش تاعي فيها وخاش بزاف ناس عجبتهم لا شونسون هذه ما حبيتش نضيعها كما نقولوا. C'est vrai que c'est une très belle chanson, hein. Là je me rappelle, c'est une très belle chanson. Vous l'avez interprétée lors de l'émission de Yennaïr d'ailleurs. Oui, c'est la chanson. La chanson d'Anna. Ça me revient. واللي كاتب هذه الأغنية هو عبد الله بن داود كان جالس معنا في l'émission. Effectivement. نهدوا له تحية ويعطيه الصحة. Une chanson vraiment attouchée pour la langue chinoise. Très bien, allez-y. أي سجرار دوني ديناني دينانا ديناني دينانا ديناني دينانا شي كذا مرضي مولا عادي هرنين مدخلان جروحا صغير سنين عادي هرنين مدخلان جروحا صغير سنين اي وين الموت ذي مصيانا جن جاني ذي فوجيلين اي وين الموت ذي مصيانا جن جاني ذي فوجيلين ديناني دينانا ديناني دينانا ديناني دينانا زي كذا مرضي مولا هرنين مدخلاني جروحا صغير سنين هادي هرنين مدخلاني جروحا صغير سنين ايوه هن الموت ذي مزيانا جن جاني ذي فوجيلن ايوه هن الموت ذي مزيانا جن جاني ذي فوجيلن ديناني دينانا ديناني دينانا ديناني دينانا سكينة مرتي مولانا. Merci beaucoup Bilal, vraiment يعطيك الصحة, très très belle chanson. Samira, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je suis fan, je l'ai dit, je continue. Non mais c'est normal de toute façon, c'est le matin, comme vous dites quand même d'une région très humide et puis il fait très chaud en ce moment, il fait humide. D'accord. Voilà, donc vous aimez Samira? Oui, moi j'aime beaucoup. J'aime d'ailleurs même la région du Chenois, je vais souvent. Une région paradisiaque. Oui, ça veut dire كما نقولوا لا جو تاع الشنوا فيهم تقريبا هذا الاداء كامل عندهم. كان يخرج للتيرا وصلها وكان عمرها صغار الله يذكره في الخير امازان الشنويين بلا ما نسوا الشنويين هما كان محفوظ وحوا كان يوراين aussi à Asia Djebar qui a fait oui سي لا توش تاع لا ريجيو تاع تيفازا صافي دير لازم يكون هذا الطابع والطابع الدينان هذا غير كيما كنت مع جده ماما صافي دار في قرن و7 سنين ربي طول عمرها نزل لها سلام سقسيت على الدينان هذه قالت لي انا جده كانت تغنيه صافي راه رايح ل 160 سنه ملي كان طابع الدينان صافي دايرين دي جروبي لو جروبي شنوين خرجوه برك خرجوا هذا الدينان وصل في المودير خرجوه قبلهم كان الفصيح هو مش شنوات كنا نعرفوا الفصيح لي زاني 50 40 كان يمدح بالدينان وكي سقسيت جدة يما هي في قرن و7 سنين قالت لي باللي جدتها
وصلت على جهتها كانوا يغنوا في الاعراس صافي يدير دينا طابع منطقي طيفازا كامل من شنوا كورايا plus de 2 siècles du moment que جدتها كانت وي صافي راهي فيها 60 سنه الله يبارك صافي طابع يعطيك الصحة Bilal. Alors, il faut dire que vous êtes quand même un fervent défenseur du patrimoine de la région de Chenois. Et il est en contact avec beaucoup de groupes comme Tekraoula, et il espère pouvoir peut-être un jour faire un festival de la musique chenouine. Inch'Allah, pourquoi pas, ce sera votre projet? صافي بليزير انا ماذا بيا تكون فيستيفال في المنطقه تاع تيبازا شنوين باش نتريكيبيري الجروب شنوين جوست راهم في فرنسا راهم يخدموا بصح لازم يدخلوا تيبازا يكون عندهم فيستيفال يبينوا القدرات اللي عندهم. نتمنى ان شاء الله يعاونونا في هذا الشيء باش نديروا فيستيفال شنوي خاطر راهم واصلين الفنانين باش يقدروا يديروا فيستيفال. Très bien. Avec Saha Bilal, nous arrivons au terme de notre émission. Samira Moutfa, avant de se quitter. Moi, je dis qu'il faut aller visiter et le chenois et écouter la musique chenoise, mais aussi aller jusqu'à Mama Binette pour découvrir l'histoire de cette région qui est fabuleuse, qui mérite en tout cas le détour, pas que pour les vacances, hein, parce que Nihwa c'est le paradis, mais effectivement. Mais il y a l'aspect culturel. Et surtout, voilà, donc ça recèle quand même cet aspect culturel, cet aspect historique. C'est toujours bon donc de s'enrichir dans ce sens. Voilà. Peut-être dire aussi qu'on peut regarder le documentaire qui a été fait par l'ONTV. Il est disponible sur Internet, donc sur YouTube. C'est le naufrage du Banel ou la légende de Ima Binette. Voilà, donc pour avoir plus ample information sur l'histoire. Voilà, merci beaucoup Samira d'avoir été parmi nous ce matin. Bilal, dernier mot avant de se quitter. الأصدقاء نتوعي اللي راهم يسمعوا فينا ونهديو كما عندي واش نقول لك على كل حال بالمناسبة تاع 5 جولي الله يرحم كامل الشهداء اللي ماتوا على جال الوطن هذا العزيز وهلح اللي راهم مرض الكورونا ربي يشفيهم واللي ماتوا ربي يرحمهم ونطلبوا ربي سبحانه يرفد علينا الدر هذا. Merci beaucoup donc Bilal d'avoir été parmi nous. Samira, merci encore une fois. Alors on va peut-être se quitter avec vous avec une autre chanson que vous allez peut-être nous dédier ce matin. Toudrine, pourquoi pas? Toudrine. Pourquoi pas? Toudrine, pourquoi pas? Voilà, donc merci beaucoup de nous avoir suivis en cette matinée. Donc encore une fois, le corona est là, donc on vous demande toujours de respecter ces mesures barrières, notamment le port du masque, mais aussi la distanciation sociale. Et puis si on n'a rien à faire dehors, autant rester chez soi. Donc le coronavirus ne fait que nous guetter finalement. Voilà, donc merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes de Canal Algérie. Allez-y, vous pouvez commencer. Avec donc les programmes de Canal Algérie, je vous dirai à très très bientôt, Inch'Allah. Au revoir à tous. يا وزدان تدرين دين غربا الوالدين آمن ذي السماضان سهلان تشارب قلان يا وزدان تدرين دين غربا الوالدين آمن ذي السماضان سهلان تشارب قلان السجون لقحان ستيني دي السفرحان هاي واللي وين حجبان سلا عيوب سنو الفان ذقسان يسعد وين يخطبان ذقسان ذقول انسان تا صبران يسعد وين يخطبان ذقسان ذقول انسان تا صبران ذقول انسان تا صبران نكرز المورتي مولان الخيار بلتنا غيبان نخدم من مورتي مولان الخيار بلتنا غيبان يا ونزد وين تدرين عادينا ربنا الوالدين آمن ذي الصمادان سهلان تشارب حلال يا ونزد وين تدرين عادينا ربنا الوالدين آمن ذي الصمادان سهلان تشارب حلال